Premier point. Et le second point, la crise du cacao. Que des crises. En ce qui concerne la crise énergétique, le gouvernement est en panne d'initiative face à une crise structurelle. Et en second point, on nous a trop volé, on nous a trop trompé. Le ministre Justin Katunda connaît au nom du parti, pas donc passer le message au cours de cette conférence. Monsieur le ministre, la presse que vous avez conviée est venue, elle est à votre disposition et elle vous écoute. Camarades membres du CSP, camarades vice-présidents exécutifs, camarades secrétaires généraux adjoints, camarades SNT, camarades présidents de la Ligue des femmes, merci d'être là. Chers amis de la presse, chers amis qui nous écoutez et nous suivez de loin, merci d'avoir répondu à notre invitation tardive, nous en sommes conscients. Et nous voulons donc vous présenter nos excuses pour les désagréments que cette invitation tardive a pu vous provoquer. Il y a eu une rupture momentanée de notre rendez-vous. Le parti est engagé sur plusieurs chantiers qui fait que nous avons beaucoup de diligences en même temps. Nous avons nos militants qui sont en prison pour lesquels le parti ne cesse, le parti avec à sa tête le président du parti, le président Laurent Gbagbo, ne cesse d'œuvrer pour obtenir leur libération. Nous avons la fête de la Renaissance à préparer pour le mois de mai. Nous avons également l'événement majeur de tout ça qui est le congrès, le premier congrès ordinaire du PPACI qui est prévu également pour le mois de mai. L'un mis dans l'autre, nous sommes suffisamment pris et c'est ce qui a justifié un peu cette petite interruption, mais nous avons été très souvent interpellés. La dernière fois, c'était d'ailleurs à la sortie de l'église, une dame m'a appelé, mais monsieur, vous ne parlez plus ou quoi? Je ne voyais pas bien de quoi il parlait. Elle dit, mais les jeudis là, on ne vous entend plus. J'ai dit non, rassurez-vous, on va venir. Le parti est très occupé, mais on va revenir. Et aujourd'hui, nous vous avons appelé. Merci beaucoup, grand frère, l'honorable député. Merci d'être venu secourir. Nous vous avons invité pour exposer sur deux drames que vivent les populations ivoiriennes sous la gouvernance du RHDP. Après avoir donc fait le forcing pour conserver le pouvoir dans les conditions que nous savons, nous pensions qu'il serait gagné par un peu d'humanisme pour essayer au moins de séduire les populations, essayer de se racheter. Mais nous nous rendons compte que c'est un peu trop fort pour eux. Le mépris qu'ils ont pour les populations ivoiriennes est trop fort pour eux et ça leur fait perdre parfois le sens de la réalité des choses. Et les deux drames que nous vivons, les populations, sont la crise énergétique, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, et le cynisme politique appliqué aux populations, aux paysans, aux producteurs du café et du cacao, notamment du cacao. Voici les deux sujets sur lesquels
je voudrais échanger avec vous, donner la position de notre parti et surtout interpeller le gouvernement pour qu'il trouve des solutions réelles, satisfaisantes. On ne peut pas braquer un pouvoir d'État et puis se comporter de cette façon avec ses citoyens. Alors, nous avons préparé un dossier entier qui va être décliné en thèmes. Le dossier, nous l'avons appelé la gouvernance dolosive du RHDP. Ce dossier, nous le faisons aujourd'hui. Nous allons commencer avec la crise du cacao, les sujets dont je viens de parler, et de l'énergie, de l'électricité. Dans 2 semaines précises, ça, le dossier ce sujet est déjà prêt, on va se rencontrer pour parler de l'école de la Côte d'Ivoire, qui est un vrai drame aussi. Parce que derrière les résultats qu'on affiche, les résultats nous enseignent sur les profondes divisions sociales que vit la Côte d'Ivoire. Et donc, le jeudi prochain, c'est ça que nous allons parler de l'école. Et par la suite, nous parlerons des finances publiques, la gestion, la gouvernance des finances publiques. Donc, les thèmes d'aujourd'hui concernent donc la crise du cacao et la crise de l'électricité. C'est quoi un dol? C'est une notion juridique attachée très souvent au contrat, au droit des contrats. Le dol, c'est toutes les manœuvres que quelqu'un entreprend pour tromper l'autre afin d'obtenir de lui un consentement dans une convention, dans un contrat. Oui, ça c'est le terme qu'on emploie de façon générique dans l'expression du droit, dans l'expression juridique. Voici comment on définit le dol. Mais en politique, il y a aussi du dol. Le dol, il y a le pouvoir pour le dol. Le dol, en politique, c'est de vouloir amener les populations, les peuples, à un contrat, à une convention, à un contrat social, en lui vendant du faux. En lui vendant du faux. Et à ce niveau-là, il faut faire la part des choses entre le dol et l'habileté politique. L'habileté politique permet à un homme politique de sortir d'une mauvaise passe par son génie. Et ça, aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas trouver meilleur habile politique que le président Laurent Gbagbo. Ça, on le lui reconnaît. Mais le dol, c'est une structuration de la tromperie. Il devient l'ADN même du gouvernement qui le pratique. Il est la caractéristique ontologique du gouvernement qui pratique le dol. Il devient systématique, c'est-à-dire le système se distingue et s'identifie par des manœuvres dolosives. Et c'est ce qui se passe avec la gouvernance RHDP. Ontologiquement, dans leur nature, ils sont adeptes du dol politique. Et nous allons l'expliquer dans les 2 sujets que nous allons aborder. Alors, je vous ai dit, les premiers thèmes d'aujourd'hui portent sur la première partie de notre documentation, de notre dossier porte sur les crises énergétiques et cacaoyères. Alors, la crise énergétique. Le gouvernement en panne d'initiative pour régler un problème structurel. Quelles sont les causes de la crise électrique? Avant d'expliquer les causes, il faut que nous puissions quand même rappeler ce que les populations vivent. Vous êtes chez vous à la maison, soit vous regardez la télévision, ou vous êtes couché, votre ventilateur tourne sur vous pour vous donner un peu de fraîcheur, et puis, pop, il n'y a plus de lumière.
On ne vous a pas dit quand ils vont couper. Ils ne vous disent pas combien ça va durer. Et puis ça vient à des moments où c'est même à la limite, on demande si ils ont pitié des populations. Parce que quand tu coupes le courant à 2h du matin à quelqu'un, quelle solution tu veux qu'il fasse? Quelle solution tu lui proposes? Il n'est pas averti. On coupe le courant. Et c'est systématique. C'est systématique. Et nous allons voir les conséquences de ce délestage organisé sur la vie des populations, du point de vue social, économique. Alors, dans la réalité, nos recherches sur la question nous ont permis, et je voudrais saluer ici les techniciens de notre parti. Le parti regroupe beaucoup de personnes qui ont beaucoup de capacités de réflexion. Quand moi je viens parler ici, là, tout ne vient pas de moi. Hein. Je préfère dire la vérité. L'honnêteté intellectuelle, il faut redonner à César ce qui lui revient. Moi, je ne fais que dire. Je mets ça dans mon français à moi, mais l'idée, la réflexion technique, je ne suis pas électricien, donc vous ne pouvez pas venir me demander de vous parler d'électricité ici. Mais je voudrais saluer la vice-présidente chargée de l'énergie qui a fait un travail remarquable sur ces questions-là et qui nous a donné des résultats que nous avons exploités et les traduits en langage politique. Souffrez que je ne les dise pas parce qu'il y en a qui sont dans l'administration. Si on dit c'est fini, ils vont les fermer. Donc, c'est pourquoi Voilà. Alors, ce que nous voyons, ce que nous vivons, relève d'une politique énergétique mal pensée, mal structurée et qui est victime de la malgouvernance. Ce ne sont pas seulement des problèmes techniques, c'est un problème structurel. Tout le monde sait, et le gouvernement en premier, parce qu'en novembre 2012, le gouvernement ivoirien, après d'être venu au pouvoir dans les conditions que nous savons tous, le ministère donc des mines, de l'énergie et du pétrole, c'est comme ça on l'appelait en son temps, il n'a même pas changé, hein, c'est le même nom, a convoqué un séminaire à Bassam pour aller faire le diagnostic du secteur énergétique, faire la prospective, faire des projections et en vue de chercher les solutions à long terme. Et dans l'engagement du gouvernement, ces solutions devaient se faire au plus tard. Tout devait être réglé en termes pour la question d'énergie. On serait sorti des situations difficiles au plus tard en 2020. En 2020. Là, nous sommes en 2026. Hein. En 2020. Et ce séminaire a dit que la croissance de la demande énergétique augmente chaque année, est de l'ordre de 7% chaque année. Ils ont fait des projections, ils ont rencontré des bailleurs de fonds, ils ont sollicité des financements pour qu'on puisse corriger cela. Donc, ils savaient les problèmes. Ils ont cherché les financements, ils ont même arrêté des plans. Quand vous allez sur le site du gouvernement, du ministère des Mines, vous verrez, de l'énergie, vous verrez les plans, les différents plans énergétiques. Donc, ce qu'on ne comprend pas, comment avec un tel programme, cette année, le gouvernement dit qu'il a besoin d'urgence, il fait un plan d'urgence de 700 milliards. Il cherche 700 milliards d'urgence pour faire un plan d'urgence pour régler le problème de l'électricité. Il y a un problème quand même. Quand je parle de dol, c'est ça. On a un problème quand même. On ne peut pas avoir identifié des problèmes, chercher les moyens depuis 2012 et dire qu'on règle les problèmes en 2020. Et en 2026, dit
Ah, j'ai une urgence, j'ai besoin de 700 milliards. Je vais faire des plans d'urgence rapides pour régler mon problème d'énergie. C'est qu'il y a un problème. Les prêts, les anciens plans financés par les prêts ont-ils été réellement financés? Quels sont devenus ces prêts? Où est parti l'argent? On fait quoi avec? Parce qu'on ne peut pas avoir mobilisé de l'argent pour régler un problème en 2020 et en 2026 dire « Ah, j'ai une urgence, il me faut un plan d'urgence ». C'est la mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise planification. C'est de la poudre qu'on jette aux yeux des populations. C'est du dol. Or, la crise, elle est profonde. C'est-à-dire, quand vous l'analysez, elle est à tous les niveaux. Au niveau de la production, au niveau du transport, au niveau même de la conservation, du transport, de la distribution, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Au niveau de la production, par exemple, ils s'étaient engagés dans leur recherche de financement de varier la source de production de l'énergie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le mix énergétique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le mix énergétique, je suis devenu technicien de l'énergie. Le mix énergétique, c'est-à-dire l'ensemble des sources de production qui produisent de l'énergie, est dominé en Côte d'Ivoire par le thermique, c'est-à-dire 75% c'est le gaz. Combustible, combustion de gaz. Et puis l'hydraulique, autour de 25%. Ça là, ils s'étaient engagés à corriger ça. Et ils ont trouvé des financements. Aujourd'hui, rien n'a changé. Les proportions d'anciens sont les mêmes proportions que nous retrouvons. Le mix énergétique est encore dominé par l'hydraulique et par le thermique. La conséquence, lorsqu'il y a des perturbations climatiques, et nous savons tous que la saison sèche commence à partir du mois de janvier, février, il ne pleut plus au nord. Donc, les cours d'eau n'ont plus de puissance nécessaire pour faire tourner les turbines qui donnent l'énergie à partir de l'énergie hydraulique. La conséquence, c'est que la production chute de façon considérable. Et le gouvernement le sait. Le gouvernement le sait. En tout cas, en Côte d'Ivoire, personne ne peut dire c'est pas quand commence la saison sèche et quand elle se termine. Et chaque année, c'est à la même période, le problème se pose. Et chaque année, le problème se pose, il n'y a pas de solution. Ça, c'est au niveau de la production. Depuis qu'ils se sont engagés à faire varier le mix énergétique, c'est seulement en 2000, il y a 3 ans, même pas, il y a 2 ans, qu'ils ont ouvert une station photovoltaïque, une centrale photovoltaïque de 37 MW à Bundiali, financée par l'Union européenne, qui sont pris un prêt auprès de l'Union européenne pour financer cela, 49 milliards. Mais pour le moment, la situation est connue. Ils ont eu des financements pour corriger. Ils n'ont jamais pu être capables de corriger et nous retrouvons dans la même situation. Au niveau du transport, ça aussi, le diagnostic relève que les moyens de transport, l'infrastructure de transport énergétique est vétuste. Et ils se sont engagés. Ils ont reçu de l'argent pour rénover. Malgré ça, nous continuons aujourd'hui ce circuit est saturé
Parfois, les instruments des infrastructures sont financés, atteignent 120% de leur capacité d'exploitation. Donc, quand c'est comme ça, ils font comment? Bon, ça se gâte. Ils ne peuvent pas. Donc, saturation de l'infrastructure de transport d'énergie. L'autre cause, c'est le manque de résonance. C'est-à-dire, ils n'ont pas de plan d'alternative. C'est-à-dire, on se dit, bon, écoute, on va faire, s'il y a telle ligne de départ ne marche pas, on va trouver une ligne alternative pour ne pas que les coupures s'allongent dans le temps. Ils n'ont pas cette solution-là. Donc, depuis ce qu'on leur a laissé là, ils ont se débrouillé un peu dessus et puis ils ont augmenté un peu, mais ils n'ont pas du tout changé fondamentalement la structure de transport énergétique. Saturation de la structure énergétique, faiblesse de la production. Alors, finalement, on se pose beaucoup de questions. Si donc, le gouvernement sait que de telle période à telle période, il y a des délestages, et cela dure depuis 2012, c'est-à-dire 14 ans après, on est dans ça. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas d'initiative, ils n'ont plus de solution. Ils n'ont plus de solution. Et il ne faut pas qu'on se les cache. Ils n'ont plus de solution. Mais ça, c'est normal. C'est ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Vous arrivez au pouvoir avec des idées. Vous êtes des idées généreuses. Mais vous avez un temps pour le faire. Au-delà, vous tombez dans la routine. Et la routine vous enlève la capacité d'imagination. Et voilà le gouvernement où nous en sommes arrivés avec la gouvernance du RHDP. Manque d'initiative. Personne n'a la capacité intellectuelle de produire une valeur ajoutée sur son intellect de façon constante sur 20 ans. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi quand nous critiquons le 3e mandat, les 4e mandats, ce n'est pas un problème de personne. On n'a rien contre la personne du président Ouattara. C'est que c'est naturellement... vous arrivez à votre point de saturation intellectuelle et de réflexion et d'initiative. C'est normal. C'est normal. Et ça, il faut que les Ivoiriens le comprennent, que le gouvernement le comprenne. Ils ne sont plus capables d'apporter des solutions, ils sont en rupture définitive d'imagination. C'est normal. L'autre cause, c'est l'urbanisation de la Côte d'Ivoire. Abidjan fait 70% de besoins d'énergie, d'électricité en Côte d'Ivoire. 70% pour Abidjan. C'est-à-dire, Abidjan consomme 70% et les 30 autres pourcents là, on nous les partage chez nous là-bas. Mais ce n'est pas possible. Quand nous parlons de multipolarisation du territoire national par une décentralisation effective, ce n'est pas parce que nous voulons recréer le monde. Parce que la décentralisation, ce n'est pas seulement, elle n'a pas seulement une portée administrative, elle a une portée économique énorme. On ne peut pas faire d'Abidjan le seul pôle à la fois économique, financier, politique, administratif, commercial, industriel, touristique. Mais nous on fait quoi à Kachula là-bas? Vous nous laissez quoi à Kachula? Voilà le problème. Or, dans un tel système,
Dans un système comme celui-ci, il est difficile d'alterner les énergies classiques avec les énergies renouvelables. Dans certains pays comme en France, vous trouverez des villes qui se disent, le conseil régional dit, moi, cette ville, je consacre toute mon énergie pour en faire une ville verte, uniquement fonctionnant uniquement sur la base donc, de l'énergie renouvelable, éolienne, photovoltaïque, ainsi de suite. Mais à Abidjan, là, comment vous allez appliquer lorsque une ville à elle se fait 70% de l'énergie? Quel est l'opérateur économique qui peut venir pour dire, bon, Katiola, je veux aller à Katiola ou à Nyakara ou à Gagnoa, aller installer, investir dans l'énergie renouvelable, si même la consommation mensuelle de cette zone-là ne lui suffit même pas pour couvrir ses besoins d'exploitation minimum. Donc, l'urbanisation telle qu'elle est faite par le RHDP, c'est la concentration excessive de tout à Abidjan, est un facteur qui favorise la crise énergétique. Si un opérateur sait qu'à Issia, il peut dans des industries, en tout cas, il a la consommation énergétique qui lui permet d'installer une énergie alternative, une source d'énergie alternative, il ira à Issia. Mais si c'est pour aller voir chaque jour, toute la consommation mensuelle, c'est à peine 1 million, il va aller faire quoi là-bas? Décentralisons Abidjan. On ne peut pas rester à Abidjan. On étouffe à Abidjan et on étouffe de façon globale. On étouffe dans nos maisons, il n'y a pas de courant. On étouffe dans les rues. Et ça fait qu'à Abidjan, tout le monde est énervé. Tu dis bonjour à quelqu'un, même il est fâché déjà. Nous sommes saturés. Donc, la crise énergétique, elle a aussi des origines administrative de gestion du territoire. C'est pourquoi l'exclusion du président Laurent Gbagbo de l'élection 2024-25 est un crime. Parce que la solution que le président pourrait proposer était claire. Il faut multipolariser le territoire national. Il faut spécialiser les zones. Et à partir de là, vous pouvez concevoir une politique énergétique avec un mix qui prend en compte les énergies renouvelables. Donc, quelles sont les conséquences? La dernière fois, il y a un neveu tailleur qui m'a dit que pendant la fête là, la tabaski du Ramadan, ses clients fallait le frapper. Il dit, tonton, cette fois-ci là, ce n'est pas affaire où le tailleur ne respecte pas rendez-vous, hein. Mais je ne pouvais pas parce qu'on a coupé courant chez moi là-bas tous les ans. Bon, les jeunes femmes là, elles veulent faire Ramadan, elles ont déposé les pailles, les basins pour faire Ramadan, ils ne peuvent pas coudre. Il a tout oublié de faire son mari pour se cacher. Et c'est des cas comme ça. C'est pourquoi on ne peut pas faire une politique économique dans une vision seulement macroéconomique où on voit que les multinationales, les grandes sociétés. Non, l'économie c'est aussi les tailleurs qui fait son travail. C'est la dame qui fait le maquis, qui arrive à tourner convenablement. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais sans énergie, comment vous voulez qu'il fonctionne? Donc, situation difficile pour les PME. Pour les ménages, là, on n'en parle pas. Je viens de vous le dire. Vous êtes couché chez vous à la maison, votre ventilateur s'arrête. Et maintenant, c'est les moustiques qui prennent le relais. Voilà la réalité. Alors, quand la conséquence, je vous ai dit, au niveau des ménages et même des industries,
les coupures introspectives ont des conséquences sur l'appareil de production des appareils, que ce soit à la maison, et ainsi de suite. Alors quand on leur dit non, l'ANARE est une structure laquelle on peut aller se plaindre lorsque les appareils sont gâtés. Parfait. On va analyser comment ça fonctionne l'ANARE. L'ANARE dit que quand ton appareil est gâté à la suite d'une coupure, il faut que ce soit pas en une période de délaissage connue. C'est-à-dire que comme si le délaissage était normal. Comme on est en période de délaissage, ça se peut, avant de se coucher, nous tous, on dépend de tous nos appareils, y compris nos ventilateurs, et puis comme ça, quand c'est gâté, c'est quoi ça? Voilà le mécanisme. C'est vrai, les textes existent. Le texte dit, oui, on peut saisir l'ANARE. Mais le dispositif est tellement fermé. Vous imaginez quelqu'un qui laisse son frigo est gâté à Bobo? Il va prendre transport pour aller avoir l'ANARE. Pour lui, mon frigo est gâté. On va dire, bon, est-ce que tu ne savais pas qu'il y avait coupure de courant? Parce que c'est ça, je laissais programmer. Donc, ce n'est pas ta faute, on ne peut pas te réparer. Imaginez le tailleur de Haricot Car. Le tailleur de Kwakwekou, par exemple. Chez mon ami Kwakwekou. Sa machine est gâtée. On dit qu'il faut venir voir l'ANARE. Lui-même, il regarde son transport pour venir à Abidjan ici, là. Il ne peut pas. Il s'assoit et pleure chez lui à la maison avec ses enfants. C'est tout ça que j'appelle l'esprit du dol. On trompe les populations. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué l'autre point, la communication de la CIE. Eux, ils communiquent après coup. Ils communiquent après coup. C'est-à-dire, ils ont fini de couper le courant. Ça a duré déjà une semaine. Et puis, vous voyez un message. La CIE s'excuse. Qu'il y a des travaux, la CIE s'excuse. C'est-à-dire, ils ne vous préviennent pas. Ils ne vous disent pas, on va faire, il y aura tel problème, le temps que ça va durer. Non, vous êtes là, c'est quand une semaine après, moi j'ai vécu ça dans mon quartier, tout près de Saint-Viateur. On était déjà à 2 semaines de calvaire, quand on a compris un message de CIE qu'on a eu comme ça au hasard. Et puis ils se sont gentils, hein. Info CIE, CEI. Bon, c'est pas CIE. Oui, c'est CIE. Ah, tu as vu là. Qui vient nous attendre pour le CIE. Chers clients, les travaux de rétablissement se poursuivent à Saint-Viateur. Ça a été coupé quand? On ne sait pas. On lui dit seulement que les travaux quelque chose. La CIE vous invite, vous présente ses excuses et vous notifiera la reprise de la fourniture d'électricité. C'est quand? On ne sait pas. CIE Info, chers clients, les travaux de rétablissement se poursuivent à la Riviera Palmeraie. La CIE vous présentera ses excuses, vous présente ses excuses et vous notifiera dès la reprise de la fourniture d'électricité. On est encore dedans. Depuis ça fait déjà 10 jours, on est encore dedans. On ne sait pas quand ça commence, quand ça va finir. Ça, c'est pas foutaise. Est-ce que ça, c'est pas du mépris pour les populations? Ils disent qu'ils vont faire des annonces, ils ont besoin de 700 milliards. Bon, je rappelle, je vous ai déjà dit, pour relancer le courrier, mais je vous ai déjà dit, on a déjà entendu ça. En 2012, c'était plus que ça. En 2012, ils avaient identifié, c'était 5 000 milliards dont ils avaient besoin pour couvrir l'électricité dans leur programme. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais comme toujours, ils croient que les Ivoiriens sont tellement... je ne vais pas aller à ce thème-là, simple d'esprit, que lorsqu'il y a une situation,
Ils font toujours une annonce, ok, on va dans une annonce mirobolante. On va faire sortir 700 milliards pour corriger. Le gouvernement la travaille. 3 ans encore, ils vont venir nous dire le même montant. Voilà comment ils fonctionnent. Donc, ils disent 700 milliards pour corriger et ils appellent ça mesure d'urgence. Mais quelle mesure d'urgence pour une situation que vous avez déjà identifiée et dont vous avez déjà des financements? J'ai tous les chiffres, hein, mais en fait, on ne va pas vous donner pour vous encourager. Mais déjà en 2012, ils cherchaient 5 000 milliards. Et ils ont identifié les contributeurs. Donc, en conclusion, sur cette petite crise-là, c'est une crise prévisible. Elle est voulue parce qu'ils n'ont plus d'initiative. Elle concerne à la fois la production, elle concerne à la fois le transport, elle concerne à la fois la distribution, et puis elle est fondée sur une communication méprisante. En fait, de façon globale, le gouvernement n'a aucune solution. Le gouvernement n'a aucune solution. Peut-être on va faire comme au Nigeria, parce que quand on est au Nigeria le matin, partout, et les groupes électroniques, chacun ne peut parler à son camarade. C'est ça, il nous invite, quoi. La crise du cacao. Ça, j'appelle ça, c'est le cynisme politique. Le titre, la crise du cacao, du cynisme politique RHDP. Les populations disent on nous a trop volé. Ça, j'ai écouté ça sur l'expression, je l'ai trouvée sur un réseau, une place sociale. Je ne sais même plus, j'ai cherché après. On nous a trop volé, on nous a trop trompé. Cette phrase, elle est attribuée, enlever, tromper là, on nous a trop volé. Cette phrase est attribuée au président Félix Houphouët-Boigny, qui en 1944, lorsqu'il devait quitter le syndicat agricole de Côte d'Ivoire, archi dominé par les Blancs, pour créer le syndicat agricole africain, le syndicat africain agricole africain Côte d'Ivoire, ça, si, il a dit, on nous a trop volé. Et il avait raison. Parce qu'on était dans une période où les kilogrammes de café, du blanc, du colon était vendu à 2 francs ou bien à 5 francs, et celui de l'Africain, on l'achetait à la moitié prix. Même produit là. Et quand on leur demande, ils disent non, que les Africains ne savent pas entretenir les plantations. Et le président Houphouët, qui était un planteur, avec ses camarades, les Dadjier, ainsi de suite, ont décidé, qui étaient les grands producteurs aussi, ont décidé de quitter le syndicat agricole Côte d'Ivoire et créer le syndicat agricole africain Côte d'Ivoire. Et l'expression de propagande, enfin, pour lancer le mouvement, c'était « on nous a trop volé ». Ironie de l'histoire, nous sommes en 2026, ça fait 82 ans, et c'est ceux qui se réclament du fouet qui volent les paysans. Là, il n'y a pas de cette expression à le dire. Avec un cynisme consommé, quoi. Avec un cynisme consommé. Mais comment ne pas croire aux paysans quand ils disent qu'on nous a trop volé, quand on observe comment la crise actuelle du cacao est née? Pour comprendre donc le degré de cynisme du RHDP dans la gestion de la crise du cacao, il faut interroger les faits marquants de cette crise. Ces faits sont la fixation d'un prix d'achat qui relève du marketing politique, c'était du marketing politique, l'annonce non suivie des faits de l'enlèvement de stock de cacao résiduel de décembre à janvier,
l'anticipation de la petite campagne avec effet rétroactif, même s'ils n'ont pas dit dedans, mais c'est dans la réalité ce qui se passe, sur la production de la principale campagne. Ce sont ces points que nous allons analyser ensemble. La fixation du prix d'achat aux allures de marketing politique. Tout à l'heure, je vais vous donner l'évolution des cours mondiaux du cacao depuis février 2025. Depuis 2025, il y a une chute régulière des cours internationaux. Donc, le gouvernement savait. Au point qu'en octobre 2025, le cacao se négociait à Londres et à New York au prix de 2900 francs le kilogramme. C'est dans ce contexte-là que le gouvernement a dit, moi là, je vais payer mes paysans à 2800 francs. Donc, en connaissance de cause, ça ne les a pas surpris. J'ai dit qu'en octobre 2000, les chiffres sont là, en octobre 2025, le coût du cacao était de 2000, le coût du kilogramme à Londres était 2980 francs à peine. Le gouvernement ivoirien, et vous savez pourquoi. Parce que dans le contexte du braquage électoral, il fallait donner des gages. Le gouvernement ivoirien dit, nous on va l'acheter à 2800 francs. On est capable. Parfait. Mais dès que la campagne commence, les exportateurs disent, ah non, nous on ne peut pas acheter ce cacao à ce prix-là. On ne peut pas l'acheter à ce prix. Et le PPAC a fait une déclaration dans le mois de février, vous vous rappelez, pour stigmatiser cette situation. Voici donc des camions de fèves de cacao qui arrivent, qui sont refoulés dans les ports. Le conseil Café Cacao refuse de faire sortir les connaissements. Et puis voilà, les populations se retrouvent, les paysans, avec des bouts de papier, comme le président Laurent Gbagbo l'a bien dit la dernière fois à maman. On achète ton cacao et puis on te donne un bout de papier. La situation est bloquée. Et alors, il se pose, il s'installe entre les planteurs, les coopératives et le gouvernement, une querelle de chiffres. Les planteurs disent, en fin janvier, nous avons encore 700 000 tonnes de cacao qui n'ont pas été enlevées. Voilà la naissance de la crise. On fixe un prix, sachant pertinemment qu'on ne peut pas le tenir, on le fixe pour des raisons politiques, sachant qu'on ne pourra pas respecter notre parole, mais comme au RAGP la parole n'a pas de sens, on s'en fout et on crée une situation très difficile. Qui est dramatique. Fixation des prix aux allures de marketing. Mais les paysans se sont dit, les planteurs, c'est parfait. Comme depuis 2023, le différentiel entre les cours internationaux et ce que vous nous payez ici était tellement élevé, certainement vous avez constitué une réserve suffisante pour gérer, stabiliser les coûts. Parce que le système adopté en Côte d'Ivoire repose sur deux principes. La vente à terme et la stabilisation du prix.
il faut comprendre ces deux éléments-là. La vente à terme, c'est-à-dire quoi? C'est ce qu'on appelle manger le blé en herbe. C'est-à-dire, avant que la production n'arrive à maturation, sur la base des chiffres et des prix de l'année précédente, le cacao commence, la Côte d'Ivoire négocie déjà ses ventes sur la base d'un certain nombre de facteurs, notamment le plus important, c'est le prix de référence de l'année de négociation, qui peut ne pas être le plus réel. Donc, pour 2025, la campagne en cours, la Côte d'Ivoire avait déjà vendu 85% de sa production au niveau international, avait déjà vendu 85% de sa production, sur la base donc des coûts extérieurs. Donc les paysans se disent, bon, mais au moment où vous étiez en train de vendre à ces prix-là, les prix étaient intéressants. Donc nous, là, on n'a pas de problème, vous avez déjà constitué suffisamment de réserves. Je rappelle qu'en 2024, le cacao se négociait à 12 900 francs la tonne à New York, ce qui fait à peu près 6 000 ou 7 000 francs le kilogramme, 6 500 le kilogramme par mois, le kilogramme de cacao. 12 000 $, oui, 12 000 $, pardon. Ce qui fait à peu près 6 000 francs CFA, parce que 6 millions dans la tonne, donc à peu près 6 000 francs le kilogramme. Et on l'achetait aux paysans à 1 800 francs. Donc, les populations se disent, c'est normal, parce que c'est ça le principe. Je constitue une base, je constitue une sorte de paillasse, un matelas pour vous, pendant la période de grâce, pour que pendant la période des vaches maigres, je sois capable donc de vous aider. Mais le gouvernement, il dit, bon, si c'est 2800 là, c'est qu'effectivement, ils ont vendu ça. Donc, ils ont l'argent. Or, Warbana, il n'y a pas l'argent. Donc, ils font la vente à terme, mais la seconde condition pour soutenir ce système, le mode de commercialisation opté pour la Côte d'Ivoire, par la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, c'est le soutien au prix. Donc, ils font la vente quand ça les arrange, ils engrangent donc un différentiel énorme, mais quand la période des vaches maigres arrive, ils ne peuvent pas soutenir les planteurs. Est-ce que c'est différent de ce que vous disiez en 1944? Non. Et devant l'impasse, le gouvernement fait une annonce. Je vais racheter au prix, je vais racheter votre cacao, c'est pas grave, je vais racheter, je dégage 289 milliards pour acheter le cacao. Bon, déjà, sur la base de leur chiffre à eux, des 123 000 tonnes, quand on fait les calculs, ça fait 2300 francs le kilogramme. C'est là même le gouvernement lui-même a dit, pardon, je vais vous imposer une diminution du prix que moi-même j'ai fixé. Ça, non seulement on diminue le prix, mais en plus, ils ne payent pas, ils n'enlèvent pas. Donc, promesse non tenue. La preuve, une émission de la chaîne de télévision Africa Business du dimanche passé a clairement identifié qu'il y avait encore 60 000 tonnes de cacao non enlevées. Ça, c'est ce qu'on leur a dit. Mais les paysans disent que c'est plus que ça. Donc, non seulement ils ne font pas, ils appliquent un prix qui est différent du prix qu'eux-mêmes ont annoncé, mais en plus, ils n'enlèvent pas tout le cacao. Ils n'enlèvent pas tout le cacao. Mais ça, on connaît ça des RHDP. Dire quelque chose et faire le contraire, là, ça, là, on connaît ça des RHDP. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous. Mais là où on atteint le niveau de cynisme, c'est quand on décide de ramener la petite traite qui commence généralement en avril
de la ramener en mars. Mais les arbres de cacao, là, leur cycle de production, on connaît. En mars, là, il n'y a pas cacao de nouvelles petites traites, ça commence en avril. Ou bien c'est quelle magie qui a fait que pour que les arbres produisent en mars. Mais c'est une technique de dol. Parce qu'il faut être magicien pour savoir la différence entre cacao de décembre et puis cacao d'avril ou de mars. Et le gouvernement dit oui, compte tenu de la situation, je fixe le prix à 1200 francs pour la petite traite. 57% de chute du coût annoncé. Le problème, c'est qu'il y a encore des milliers de tonnes de l'ancien, la campagne qui existe. Que les gens ont acheté, les coopératives se sont engagées devant leurs adhérents sur la base de 2800. Et la chaîne de télévision dont je parle a fait une émission sur une coopérative Sopagos, qui est située à Boisseau, qui est pathétique. Il a acheté son produit avec les cacao pour acheter à 2800. On lui dit le stock existant. Il dit j'ai 380 tonnes de produits disponibles. On lui dit de vendre ça à 1200 francs. Il dit ça me fait un déficit ou du moins une perte de 230 milliards. Et il ne le dit pas au hasard. La chaîne télévision présente une émission et une réunion à laquelle les paysans viennent avec leurs reçus depuis le mois de décembre où c'est écrit dessus 2800 francs le kilo. Donc comment on peut mettre quelqu'un dans un tel embarras si ce n'est pas parce qu'on veut l'étrangler? Est-ce qu'il y a plus cynique que ça? Il y a plus cynique que ça là. Donc, voici la situation dans laquelle ils sont. Ils ont anticipé la traite, petite traite, pour appliquer le nouveau tarif, le nouveau prix sur le socle existant, sans tenir compte des engagements des uns et des autres. Ah, même en sorcellerie, il y a quand même quelques règles. Ça, ce n'est plus du dol, c'est du cynisme. Mais les conséquences sur les populations, elles sont énormes. On vous l'a déjà dit. Et dans la même édition, quelqu'un il dit, mais moi, mes enfants ne vont plus à l'école. Parce que moi, j'ai vendu mon produit en décembre. Le dernier stock, c'était en janvier, j'ai vendu mon production. Nous sommes en avril. Aujourd'hui, on ne m'a pas encore payé. Mais je ne peux pas prendre un bout de papier pour aller voir le Libanais de Ouragayo pour dire dans mon cahier, avec mon bout de papier. J'ai fait quoi avec ça? Je ne peux plus payer mes manœuvres. Comment on peut concevoir une telle approche? Comment, juste pour un pouvoir, pour une élection qui avait même perdu d'intérêt puisque tu avais éliminé tous tes adversaires sérieux, comment pour une telle élection, on peut plonger le pays, une bonne partie de la population, dans un embarras aussi difficile, dans une situation intenable? Mais cette situation, il y a la responsabilité du gouvernement, mais c'est la responsabilité collective de nous tous, y compris les paysans, y compris les partis de l'opposition. Nous nous taisons trop sur les injustices. La démocratie exige que toutes les composantes de la société s'organisent pour défendre leurs droits. D'ici, notre parti demande aux populations, aux paysans, de s'organiser.
Certes, dans un État, le gouvernement reste l'acteur important, majeur, de la vie économique, sociale, politique. Mais si nous tous, nous taisons, alors nous ouvrons le boulevard aux excès du gouvernement. C'est même pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est la logique normale de tout gouvernement. Le pouvoir corrompt, le pouvoir excessif corrompt excessivement. Nous devons aider les populations, les paysans à s'organiser pour défendre leurs intérêts, leurs droits. Et ils ne peuvent pas se contenter du simple, dire bon, écoutez, bon c'est bon, hein, j'ai écouté une émission et c'était dramatique. Quelqu'un m'a envoyé, ou quelqu'un est sorti, un gars il a rencontré le ministre, il dit ah même nous-mêmes on remercie le gouvernement. Vraiment, nous-mêmes on pensait que c'est 900 francs qu'on allait nous donner. Mais quand une société arrive à ce stade où quelqu'un qui est spolié de quelque chose et qui félicite, c'est que nous sommes dans une situation de dégradation morale très profonde. Nous sommes dans une... Prenons tous les sérieux, analysons la situation de la Côte d'Ivoire avec sans haine, sans passion, mais de façon froide. Il y a des comportements qui dénotent de l'état assez, je dirais, fragile dans lequel se trouve le pays, la nation. Quelqu'un qui sort, on achète ton produit à 2800 francs, on ne peut pas te payer. On vient te dire 1200 francs, tu dis ah mais merci, moi je pensais que tu allais me donner 900 francs. Franchement, et tu dis que tu représentes des populations. C'est l'état d'esprit de la Côte d'Ivoire. Un pays qui tombe dans le défaitisme. Un pays qui s'abandonne à la fatalité. Un peuple qui refuse de revendiquer ce qui lui revient de droit. C'est une nation qui se meurt. C'est une nation qui se meurt. Le gouvernement gouverne. L'opposition, son rôle, c'est de s'opposer et de dire, de relever ce qui ne va pas. De conscientiser les acteurs pour qu'eux-mêmes s'organisent pour prendre conscience de leur situation et de revendiquer ce qui leur revient de droit. Lorsque chacun joue ce rôle, alors la nation devient solide. Lorsque chacun perd de vue son rôle, alors la nation chute. Nous n'avons pas intérêt à ce que la Côte d'Ivoire chute. Tout régime passe, mais la nation ne passera pas. Et nous ne pouvons pas accepter la fatalité comme mode de gouvernance. Chers camarades, c'est pourquoi le PPACI s'organise. Son congrès, avec le congrès, pour se redonner de l'énergie. Finalement, nous sommes l'unique espérance des Ivoiriens. Il faut que nous en prenions conscience nous-mêmes. Il faut que nous en prenions conscience nous-mêmes. Nous sommes l'unique référence des Ivoiriens. Et ils l'ont prouvé. Quand vous avez un taux d'abstention à l'élection présidentielle qui fascine 60%, c'est-à-dire il y a 60% d'Ivoiriens qui disent je ne suis pas d'accord. C'est le taux officiel. Je parle même des taux officiels. Quand vous avez une Assemblée nationale qui a été votée avec un taux d'abstention de 65%, c'est un signal qu'on donne. Mais quand un gouvernement se contente, quand le gouvernement a conscience de cela, il se dit, de toute façon, ceux-là, je ne suis pas là pour travailler pour eux, ils ne me votent pas, je ne leur dois rien, ben, je fais ce que je veux. On ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire faire ce qu'elle veut. Le gouvernement fait ce qu'il veut. Ils sont au pouvoir, dans les conditions qu'on sait, ils ont plus le pouvoir, ils ont le devoir de travailler pour le bonheur des Ivoiriens. La politique cynique, la politique dolosive, elle n'est pas faite pour arranger les populations. On ne peut pas contraindre les populations à vivre, les paysans à vivre ce qu'ils vivent actuellement et se taire là-dessus.
On ne peut pas plonger les populations dans le noir par un délestage sans explication, alors qu'on a engrangé de l'argent, on a pris des prêts pour dire qu'on a réglé le problème quelques 10 ans avant, et qu'aujourd'hui on se trouve dans cette situation et qu'on ne puisse pas trouver de solution à la situation. Nous sommes dans l'opposition. Notre rôle, nous devons le jouer franchement, sincèrement, conformément à notre idéologie, qui est qu'il faut donner une alternative crédible à la Côte d'Ivoire sur la base donc d'une approche pacifique, démocratique. C'est notre marche, et cette marque-là, il faut que nous puissions la porter partout dans les populations, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la tribune PPACI doit pouvoir se tenir régulièrement. Je vous remercie. Je voudrais qu'on fasse encore une belle ovation à M. le ministre. Le ministre Koné Katita vient avec force détail d'exposer la situation. Et comme nous sommes en face de la presse, on va maintenant passer à notre seconde étape, la seconde articulation, qui consiste à donner la parole à la presse afin que les questions pour juger utiles soient posées. Amis de la presse, la parole est à vous. Vous vous présentez, prenez votre organe de manière très succincte et vous posez la question. Monsieur le ministre, je vous invite à revenir. Lors de l'élection présidentielle de 2026. Donc c'est difficile de les défendre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Encore deux, trois questions. Merci, je suis Ferdinand Bailly du quotidien Le Temps. Vous avez dénoncé tout à l'heure une absence de vision du régime en place, et ça c'est vraiment très juste. Je vais vous en remercier. Est-ce que le PPAC dispose-t-il réellement d'un plan énergétique chiffré et applicable? Bon, c'est bon, on va y aller. Tu vas répondre du coordinateur. Monsieur le ministre, oui, évidemment. Ok. Sur l'autre avis de l'Inter, c'est ça le paradoxe de la Côte d'Ivoire. C'est le paradoxe de la Côte d'Ivoire. Bon, on peut avoir des militants qui disent que je suis militant de la RDC. J'ai suffisamment d'argent de cotiser pour soutenir mon candidat. C'est simplement le droit. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se faire base, on ne peut pas les défendre. Les partis ont posé ça. Ils ont fait en voir, on ne peut pas les défendre. Non. Je pense qu'aujourd'hui. Encore qu'ils se sont trompés, à supposer que véritablement, c'est une initiative qui vient des paysans. Voilà. Si c'est une initiative qui vient des paysans, aujourd'hui, au moins, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Mais ce n'est pas parce que nos paysans se seraient trompés que nous allons les laisser dans la gadoue, dans la situation dans laquelle le gouvernement les plonge. Non, nous les défendrons. Nous les défendrons parce qu'il faut les défendre. Il faut défendre les causes justes et c'est la position du PPACI. Le PPACI défend les causes justes. Nous connaissons tous le président Laurent Gbagbo. Ce que lui représente les causes justes. Ça lui a valu ce que ça lui a valu. Donc, que les paysans aient fait une erreur d'appréciation de leur candidat, ça ne justifie pas qu'on les abandonne dans la situation dans laquelle ils sont. Maintenant, si malgré ça, ils continuent de cotiser, alors on retombe dans des images, je dis, c'est que nous tombons dans la situation où une nation est en plein déclin, qui applaudit, dont les victimes applaudissent
les bourreaux. Alors, sur le plan, voyez-vous, c'est dommage que nous n'avons pas, c'est doublement dommage le fait que nous n'avons pas participé aux élections, parce que nous avons des imminentes grises ont travaillé pour former un programme de gouvernement du PPACI, où tout s'y trouve. Tout à l'heure, je vous ai donné un aspect. Dans notre engagement, les énergies renouvelables qui sont abondantes en Côte d'Ivoire, en dehors de l'hydraulique, qui sont abondantes en Côte d'Ivoire, c'est le futur. C'est le futur dans lequel on doit investir. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas dissocier la question énergétique de toute la politique globale d'un pays. Je vous ai parlé de l'urbanisme tout à l'heure. Est-ce qu'honnêtement, vous pensez qu'un pays peut s'en sortir lorsque 70% de sa production d'énergie est comprise par un seul pôle? Vous ne pourrez jamais faire d'aménagement là-dessus. Parce que dedans, là, il y a tout le monde. Hein. Il y a ceux qui se débrouillent pour aller brancher sur la ligne, la haute tension, et puis se débrouillent. Il y a même toi, tu es assis, ta facture coûte 400 000 francs. Oh, c'est ton voisin, il paye rien. Lui, il a venu brancher chez toi. C'est tout ça. Donc, c'est une question structurelle. Elle est même systémique. C'est-à-dire que c'est tout un système qu'il faut concevoir, qui prend en compte la gouvernance énergétique, la gouvernance économique, la gouvernance administrative, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, vous avez dans le programme que nous avons fait, que le PPAC a fait, des idées formidables sur la question. Autre question? Une dernière. Ok. Une question? Oui. Oui. Au niveau de la crise du cacao, lorsqu'il devait parler d'aider les populations à s'organiser, je n'ai pas bien cerné les solutions que vous avez proposées pour juguler cette situation. Qu'est-ce que je peux faire pour rapport à la crise du Pour l'organisation ou pour la... Je n'ai pas bien compris votre question. Vous avez dit oui. qu'il faut aider les gens à s'organiser, à défendre leurs intérêts. Ok, d'accord. Il n'y a pas des solutions concrètes pour juguler cette situation. Ok. Avec précisé, je pense que ok. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez dit que les solutions électorales en 2025 est une crise parce que dans son programme, il avait des solutions pour l'efficacité énergétique. Alors, certains évaluations sont également qu'à partir du moment où 2025, la liste électorale définitive a été publiée des mois avant l'élection présidentielle, que vous savez que le président de l'Europe n'avait pas connu la liste électorale, il fallait choisir un plan B pour éviter que le PPAC ne participe pas à cette élection. Alors, est-ce que ce n'est pas le PPAC lui-même qui a favorisé son exclusion en refusant de choisir le plan B? Ok. Alors, sur la question de quelle solution, notre option est claire. À partir du moment où le gouvernement est incapable d'assurer le mode de commercialisation que lui-même il a choisi, qui est donc le mode de stabilisation, qu'il revienne à ce que nous avons fait, qui est la libéralisation. Quand nous disons qu'il faut organiser les populations, les paysans, c'est justement, il faut arrêter de poids les paysans, des mineurs, des majeurs incapables. Il faut enlever cette image-là. Ils sont aussi, alors là, vraiment aussi rationnels que nous. Il faut les responsabiliser. Parce que si le gouvernement, les paysans eux-mêmes interrogent le marché international et qu'ils se rendent compte que dans la réalité,
le prix du cacao en octobre, où ils vont le vendre, est de 2900 francs, eux-mêmes ne vont pas s'imposer un prix de 2800. Ils diront, logiquement, je ne peux vendre que peut-être à 1500, 2000. Donc, vous ne pouvez pas dire, on vous soutient, et puis, à la suite, les abandonner quand il n'y a pas de soutien. Donc, la solution, c'est la libéralisation. Et elle passe par quoi? Elle passe par une organisation sérieuse des paysans. Parce que les blés qui viennent ici, là, qu'on mange le pain, qu'on mange le blé, là. Moi, je ne sais pas s'il y a un conseil blé en France, hein, qui s'est nu et puis qui dit, bon, le blé, là, cette année-là, moi, je les vends. Le gouvernement dit, bon, moi, je vends le blé, là, pour vous à tel montant. Arrêtons d'infantiliser les paysans. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, dans notre programme, nous avons précisé que la question, elle est structurelle. Tant que nous allons rester dans la logique des ventes de nos matières premières, sans transformation, nous resterons toujours dans la même logique. Parce que le sort ne dépend plus de nous. Il dépend de quelques-uns là-bas qui savent faire de la spéculation et ils s'en fichent des conséquences de cette spéculation sur les populations. Donc, transformer les produits de base, nos produits de base. Mais surtout pour le cacao, il y a une proposition innovante. Nous proposons une taxe sur la valeur ajoutée sur toute la chaîne industrielle, la chaîne des valeurs ajoutées sur la chaîne de l'économie cacaoyère. Je m'explique. Les gens estiment à plus de 100 milliards de dollars l'économie cacaoyère. 100 milliards de dollars. Et ces 100 milliards de dollars, les producteurs en perçoivent à peine entre 12 et 14%. Donc, pratiquement 80 milliards de dollars est partagé entre des personnes qui ne connaissent même pas, qui ne savent même pas. Il y en a qui croient que le chocolat même, on le cueille comme ça sur l'arbre. Si nous, les producteurs, se disent, le Ghana, 40%, la Côte d'Ivoire, 60%, le Cameroun, ainsi de suite, nous voulons imposer une taxe sur la valeur ajoutée. Voyez-vous comment le mécanisme de la TVA fonctionne? C'est-à-dire, à chaque fois qu'une opération commerciale crée de la valeur ajoutée, une partie est revenue au producteur. Le système de la valeur ajoutée. Tant que nous n'arriverons pas à ça, avec les chocolatiers, parce qu'ils ont eux aussi intérêt à ce que le cacao continue. Il n'y a pas de chocolat sans cacao. En tout cas, pour le moment, hein, il peut mélanger tout ce qu'il met dedans, mais pour le moment, là, la matière essentielle pour soutenir, ça fait le cacao. Donc, il y a un intérêt. Il faut les rencontrer pour leur dire, voici le risque que vous courez. Parce qu'on ne va pas laisser nos populations continuer de mourir de cette façon-là. On va à un moment donné proposer une alternative. Donc, vous n'aurez plus de chocolat. La condition, il faut que la valeur ajoutée, là, vous nous donnez une bonne partie, une petite partie. Et cela ne peut se faire qu'à travers une taxe à l'international. Et on crée une caisse. Le Conseil de café cacao, le Conseil mondial de café cacao en Côte d'Ivoire ici, c'est le président Gbagbo qui l'a fait venir ici. Ça, il faut que vous le sachiez ça aussi. Et donc, vous négociez un mécanisme de facturation là-dessus, et puis vous avancez. C'est la seule façon de pouvoir utiliser le produit de cette taxe-là pour améliorer à la fois les plans et la vie des paysans. Parce que ce n'est pas juste que des personnes se tuent à la tâche 12 mois et puis on vient leur dire les traiter de la façon dont on les traite. Donc l'une des positions phares de notre parti, c'est la taxe sur la valeur ajoutée à l'international sur le cacao. Maintenant, on n'a pas fait de plan B, on n'a pas fait de plan C, on n'a pas fait... Voyez-vous, tout à l'heure je vous disais,
quand on fait un compromis, toute compromission avec l'injustice rattrape tout le monde. Quand on ferme les yeux sur l'injustice en disant bon, est-ce que vous pouvez pas, bon c'est injuste, hein, on sait que c'est pas juste, hein, mais est-ce que vous pouvez pas faire ça? Quand vous commencez à faire ça, vous retournez dans l'état dans lequel le pays se trouve. Je vous dis et je vous regarde. Si j'avais à refaire, si on doit le refaire, en tout cas, moi, Kone Katina, je militerai pour qu'on refasse la même chose. Parce qu'une injustice, ça se combat. Vous pensez qu'ils avaient écarté le président Laurent Gbagbo par rapport à quoi? Parce qu'ils savaient qu'ils allaient gagner. Mais si vous prenez le crew et qu'ils savent qu'ils vont gagner le crew, ils vont enlever le crew. Vous menez Dakouri, s'ils sont conscients que Dakouri va gagner, ils vont l'enlever, ils vont le retirer de la liste. Donc la question, ce n'est pas la personne de Gbagbo. C'est la question, c'est l'injustice qu'il faut combattre. Et ça, sur ce plan, nous n'avons aucun regret sur la question. Et nous continuons notre combat, contre cette situation. Vraiment, je voudrais que nous soyons clairs sur ces questions, sur ces questions-là. Nous aimons trop jouer avec, accepter les choses injustes. On dit, ah bon, est-ce que bon, c'est pas grave, allons-nous le plan B. Mais s'il a fait l'injustice sur le plan A, là, il va faire ça sur le plan B. Alors, sinon les plans B là, eux aussi ils devraient les faire, hein. Parce qu'au cours de notre constitution là, il y a un problème. En tout cas, nous on continue de croire que le 4e mandat est illégal. Mais ils auraient pu trouver aussi un plan B. N'acceptons pas les injustices, chers amis. N'acceptons jamais les injustices. Contourner une injustice, ce n'est jamais une solution. Vous ne faites qu'aggraver votre cas. Chers amis, bon, un dernier. On n'a pas senti la responsabilité de l'opérateur. Est-ce que le CIE n'a pas allé dans ce projet dans cette crise, mais en même temps ça renvoie à cette question de casser ou pas le contrôle de l'opérateur. Il y a des économistes qui en parlent, disent que ça peut être une solution, donc le gouvernement n'a pas encore franchi ce casser le monopole de l'opérateur, est-ce que ça peut être une solution? Quelle est la question? La question est là. Est-ce que l'opérateur économique et l'opérateur CIE n'a pas sa responsabilité dans la crise énergétique? Ok. Je rappelle que l'économie énergétique, du moins, elle se partage en 3 acteurs. Il y a la CIE, qui est chargée de distribuer. Et il y a l'ECI, et Côte d'Ivoire Énergie, c'est ça? Côte d'Ivoire Énergie, pardon, qui est chargée de produire. Et il y a l'ANARE, qui est chargée de jouer un peu les arbitres. Ça, là, c'est cette convention dans laquelle on est. Depuis 90, c'est dans ça qu'on est. Vous savez, la guerre contre le président Laurent Gbagbo, il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Mais le moment n'est pas venu d'en parler. Un jour, on en parlera. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est quand même intéressant. Hein. Tu arrives dans un pays, on dit, toi là, il faut facturer, puis tu prends l'argent. Maintenant, pour investir, pour entretenir, là, toi, tu n'as pas de problème dedans. Ça, c'est le problème de l'État. Ça là, vraiment, si je peux trouver quelqu'un qui me loue ta maison, il dit qu'il faut dormir seulement dans la maison, là, puis toi, je serai content. Hein? Non, c'est ce système qu'il faut revoir totalement. C'est ce système qu'il faut revoir. En revoyant ce système, alors, vous allez pouvoir parler de solutions alternatives. Sinon, ils ont libéralisé. Ils ont libéralisé le secteur. Par exemple, dans la production, il y a Fostrox, il y a tout. Bon, pas de publicité, il y a plein de personnes qui font la production.
Mais la distribution pour le moment, c'est ce que je vous ai dit. Comment peut-on venir distribuer? Je peux venir créer une énergie alternative pour être une source de distribution d'une énergie différente si je n'ai pas en face une demande qui me permet de rentabiliser mon investissement. Voilà toute la question. Voilà toute la question. Et c'est même plus compliqué en plus. Il y a certains domaines ici où, quand cette personne vient, il faut qu'elle crée elle-même son réseau de distribution. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais tout ça, c'est lié à la nature du contrat, la façon dont nous gérons l'énergie en Côte d'Ivoire. C'est tout le système qu'il faut revoir. Mais il faut être courageux pour le faire. Il faut être courageux pour le faire. Voilà. Parce que ça engage beaucoup d'intérêts sont en jeu. Comme quelqu'un m'a dit, il y a lu quelque part pour finir, on dit Trump est très chanceux. Trump dit, quand il dit je m'en vais faire la démocratie quelque part, quand il arrive, il trouve du pétrole là-bas. Il est très chanceux. C'est la même chose chez nous ici. Là. Quand ils ont dit il faut venir faire démocratie pour nous impôts en 2010, là, quand ils ont trouvé l'argent ici, ils sont chanceux aussi. Chers amis, comme je l'ai dit à l'entame, nous allons reprendre le cours normal de notre tribune. Nous sommes dans un pays et le débat contradictoire ne doit pas s'étouffer. Même si les gens veulent nous emmener au mutisme en nous muselant, nous devons refuser la capitulation. Nous devons refuser le défaitisme. Il y a beaucoup de personnes qui comptent sur le PPACI. Je vous ai dit que les taux de participation à des élections sont très révélateurs de l'état d'esprit politique de ce pays. La majorité est de notre côté. La majorité de l'opinion est de notre côté. La majorité est exaspérée. Il nous appartient de nous organiser pour organiser, nous-mêmes nous organiser afin de mieux organiser cette majorité. Et c'est toute la portée du Congrès qui arrive. C'est toute la portée du Congrès qui arrive. Chers amis, la façade, la vitrine ne donne jamais, ne reflète pas très souvent l'arrière-cour. La vitrine ivoirienne est très différente de l'arrière-cour. Et les dossiers que nous avons commencés vont révéler la profondeur de la cassure entre la vitrine et la réalité de l'arrière-cour. Je voudrais appeler les militants, tous les sympathisants du PPACI, les populations, de continuer de garder espoir. L'espérance, nous avons les solutions pour ce pays. Le président Laurent Gbagbo est encore là avec eux. Nous avons des solutions pour ce pays. Une mauvaise passe passagère ne peut pas nous empêcher et ne doit pas tuer en nous notre espérance. Nous sommes le PPACI, nous sommes les pro-Gbagbo, nous sommes incassables, nous sommes indestructibles. C'est notre force et nous allons pouvoir, nous entendons l'exploiter et nous entendons pouvoir continuer notre chemin malgré les embûches. Que Dieu vous bénisse.